Alors, nous passons au second intervenant que beaucoup d'entre vous connaissent déjà puisque nous avions consacré en période pré-Covid une journée à Monsieur Thomas Fuchs, qui vous pouvez retrouver certains de ses articles traduits en français dans la collection de Georges, je crois, et puis également dans la revue Alter, il me semble. Alors, M. Thomas Fuchs est professeur de philosophie sur un thème qui est les fondements philosophiques de la psychiatrie. Et en plus d'être philosophe, il est aussi psychiatre. Et je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux organisateurs pour l'invitation. Je me réjouis de participer à cette colloque pour Joseph Parnasse. Je ne sais pas si ça... Ah, un moment. De nouveau, ça va maintenant. Merci beaucoup. Alors, je vais le faire peut-être à l'inverse de Joseph, parler en français, mais peut-être pour la discussion, je changerai en anglais. On verra. En tout cas, je vais essayer de compléter les concepts fondamentaux que nous devons à Joseph Parnasse et à l'école de Copenhague par quelques considérations sur l'intersubjectivité. Les maladies psychiques sont toujours aussi des troubles de l'intersubjectivité. Ils entravent la capacité des patients à répondre de manière flexible à leur environnement social et à établir des relations adaptées à leurs besoins. Toutefois, les concepts liés à l'intersubjectivité qui prévalent actuellement dans la psychologie et dans la psychopathologie sont largement fondés sur une approche mentaliste et ces notions supposent une inaccessibilité de l'autre dans les états mentaux cachés. Les pensées, les sentiments peuvent seulement être inférés de manière indirecte du comportement corporel et en recourant à une theory of mind, en mentalisant ou en lisant dans les pensées de l'autre. Oui. Alors, sur cette base des théories cognitives, de mentaliser et de theory of mind, l'autisme ou la schizophrénie deviennent d'un développement ou d'un fonctionnement défectueux du theory of mind. Alors, c'est l'idée dominante aujourd'hui. Cependant, d'un point de vue de phénoménologie, l'intersubjectivité repose sur la relation interpersonnelle pré-réflexive entre soi et l'autre dans un champ bipersonnel, c'est-à-dire sur des interactions incarnées. Plutôt que parler d'un déficit théorique, les patients autistes et schizophrènes souffrent d'une perturbation plus basale de l'être avec les autres qu'ils essaient de compenser par un rationalisme morbide, c'est l'expression de Minkowski, c'est-à-dire précisément par des constructions théoriques à propos du monde des autres. Alors nous devrions dès lors distinguer au moins deux niveaux d'intersubjectivité. D'abord, l'intersubjectivité primaire ou intercorporéité, la notion de Merleau-Ponty, et seconde, l'intersubjectivité secondaire qui culmine dans la réalisation d'une métaperspective du soi autre. Je commence avec ces deux niveaux et je continue avec les perturbations de l'intersubjectivité dans l'autisme et finalement les perturbations de l'intersubjectivité dans la schizophrénie. Alors, l'intersubjectivité primaire se développe durant la première année de la vie. L'imitation de l'expression faciale
commence dès la naissance. Cet acte d'imitation signifie que les nourrissons sont déjà capables de transposer les expressions faciales d'autrui dans leur propre proprioception et mouvement. Et de plus, les configurations familières d'interaction et de syntonie affective sont ancrées comme des schémas interactifs dans la mémoire implicite du nourrisson. Ainsi, bien avant l'âge de 4 ans, qui est l'âge supposé pour acquérir une theory of mind, l'enfant bénéficie déjà d'une compréhension élémentaire d'autrui à travers des pratiques communes. Dans l'interaction incarnée et empathique, l'autre n'est pas supposé être derrière son action, mais il agit et exprime ses intentions. Et en voyant les mouvements expressifs d'autrui et ses actions intégrées dans leur contexte spécifique, on perçoit déjà leur signification. Alors, aucune inférence à un ensemble caché d'états mentaux n'est nécessaire. Et ainsi, la phénoménologie nie la principale division, celle de l'esprit et du corps, de l'autre, et qui est assumée par les théories contemporaines de la cognition sociale. La phénoménologie prend la sphère de l'intercorporité primaire comme base de toutes les formes d'intersubjectivité. Alors, continuons. Au 7e ou 8e mois, les bébés dépassent de plus en plus l'intercorporité et commencent à se référer explicitement au contexte commun au moyen de l'attention conjointe, joint attention, par le suivi de regard et par l'acte de pointer. Et en remarquant la manière dont les autres interagissent avec le monde, les bébés apprennent l'usage et la signification que les objets ont pour les autres. Et par conséquent, l'interaction dyadique des premiers mois s'ouvre vers des objets extérieurs dans le champ environnant comme interaction triangulaire. On voit aussi le triangle dans les vues et le geste du pointé. Et à travers cette intersubjectivité secondaire, les nourrissons commencent à percevoir les autres comme des agents intentionnels avec leur propre perspective. C'est le premier stade de l'intersubjectivité secondaire, alors que les nourrissons entre 9 et 12 mois commencent à percevoir les autres comme des agents intentionnels avec des intentions incarnées, pour ainsi dire. Ce n'est pas avant 4 ou 5 ans qu'ils prennent conscience des autres comme des agents mentaux dotés de pensées et de croyances qui peuvent différer de leur et différer aussi de la réalité. C'est évidemment que l'on teste dans les false belief tasks. Et comprendre les perspectives conflictuelles de soi-même et d'autrui en même temps, ce n'est pas possible que sur la base d'une métaperspective du soi autre. Elle signifie la capacité de osciller librement entre, d'une part, une perspective égocentrique et incarnée, et d'autre part, une perspective allocentrique ou décentrée. Et cette étape décisive du développement humain peut être résumée comme l'atteinte de la position excentrique, comme Helmut Plessner l'a nommé. Alors, c'est
seulement une vue courte sur les deux niveaux de l'intersubjectivité et dans ce que je suis, je vais montrer les pathologies qui se produisent à ces deux niveaux d'intersubjectivité en prenant comme exemple l'autisme et la schizophrénie. En tant que paradigme de trouble de l'intersubjectivité, l'autisme est de plus en plus devenu un sujet de discussion, comme vous savez bien. La psychopathologie actuelle de l'autisme est encore dominée par une approche cognitive et modulaire. Elle suppose un développement défectueux de la theory of mind qui conduit à une perturbation de la capacité d'attribuer des états mentaux aux autres. Alors, le problème de cette hypothèse est le fait que de nombreux symptômes autistiques, tels que la manque de contact émotionnel, l'anxiété ou l'agitation, sont déjà présents durant les premières années de la vie, c'est-à-dire bien avant l'âge supposé pour acquérir une theory of mind. À partir d'une approche phénoménologique, alors de nombreux symptômes autistiques sont déjà présents durant les premières années de la vie. Et à partir d'une approche phénoménologique, l'autisme devrait plutôt être conçu comme un désordre de l'intersubjectivité primaire ou incarné. Et cela inclut des perturbations au niveau de l'intégration sensorimotrice, l'imitation de la syntonie affective et la perception holistique. Pour commencer avec l'intégration sensorimotrice, il est prouvé que les enfants autistes présentent dès la première année de vie un grand nombre d'anomalies sensorimotrices élémentaires au niveau neurologique, telles que des difficultés de se redresser, de s'asseoir, à ramper ou à marcher, ou des anomalies de certains schémas moteurs. Et cela indique une intégration déficiente des sensations visuelles, kinesthésiques, vestibulaires et tactiles dans un espace expérientiel commun. La recherche dédiée aux nourrissons a montré que les interactions dyadiques précoces reposent avant tout sur l'intégration des expériences sensorielles, motrices et affectives. En d'autres termes, il existe un lien étroit entre le sensus communis, l'intégration intermodale, et la syntonie sociale ou le sens commun. En conséquence, chez les enfants autistes, un défaut d'intégration intermodale peut affecter considérablement le développement de la cognition sociale incarnée. De plus, un aspect spécifique de la perturbation de cette intégration concerne les boucles de rétroaction sensorimotrice qui se produisent lors de l'imitation et qui reposent entre autres sur le système des neurones miroirs. L'intégration intermodale des mouvements perçus et de ses propres sensations kinesthésiques joue évidemment un rôle capital dans l'imitation des mouvements faciaux par les enfants. La littérature souligne alors clairement que les enfants atteints d'autisme ne peuvent pas facilement imiter les actions d'autrui. De même, on découvre de plus en plus chez eux de preuves de dysfonctionnement des neurones miroirs. Ainsi, les problèmes d'imitation pourraient produire une cascade de déficiences au niveau de l'intercorporéité primaire, de la syntonie affective et plus tard de joint attention et finalement de l'acquisition d'une theory of mind. Et le troisième problème, c'est un problème de la perception holistique.
les enfants autistes ont des difficultés à établir une cohérence perceptive et situationnelle. Ils se concentrent sur des parties ou des éléments isolés de percevoir au lieu de... ils se concentrent sur des parties ou des éléments isolés au lieu de percevoir la gestalt des objets, et ils ont la tendance à voir les choses hors de leur contexte. Bien, ça puisse avoir des effets positifs tels que la mémorisation de détails isolés et inutiles. Elle affecte fortement le développement de la compréhension sociale, parce que celle-ci repose fondamentalement sur la perception de la gestalt de l'expression émotionnelle dans son contexte. En conséquence, des études sur l'eye tracking, comment on dit en français? Eye tracking? on utilise l'expression anglaise, je croyais. Alors, des études sur l'eye tracking ont montré que les enfants autistes se concentrent sur des détails inanimés et non pertinents qui sont présents dans des situations interaffectives. Comme on voit ici, il s'agit des mouvements oculaires qui sont montrés ici par les lignes noires et les lignes blanches. Et les lignes blanches sont les mouvements oculaires des enfants en bonne santé qui captent évidemment les signaux importants de la situation. Alors, montrer, pointer et tout ça. Et vous voyez même le cercle, le triangle de joint attention ici. Tandis que les mouvements oculaires des enfants autistes, ce sont des noirs, ici et en haut, se fixent sur des détails non pertinents et inutiles. Ici, le même résultat, les mouvements oculaires des enfants en bonne santé sont les blancs et les mouvements oculaires des autistes sont les croix noires. Alors, de nouveau, des détails inutiles et non pertinents. Bien que la question de l'interaction réciproque entre ces différents mécanismes que j'ai montrés soit encore loin d'être résolue, il semble très probable qu'ils convergent vers une perturbation fondamentale de la cognition sociale incarnée très tôt dans la vie. Et cette perturbation ne peut que compromettre les étapes ultérieures de l'intersubjectivité, car celles-ci sont basées sur un sens social primaire qui est ensuite étendu par des interactions triangulantes. En résumé, ce qui manque principalement aux enfants autistes n'est pas un concept théorique de l'esprit d'autrui, mais les capacités d'intersubjectivité primaires. Alors, seconde part, perturbation de l'intersubjectivité dans la schizophrénie. Selon les théories actuellement dominantes, la schizophrénie devrait également être comprise comme impliquant une certaine incapacité à la métaconscience et à la theory of mind. Contrairement à ces concepts méta-représentatifs, les approches phénoménologiques, notamment de Joseph Parnasse et de l'école de Copenhague, situent le trouble principal de la schizophrénie à un niveau inférieur en le considérant comme une perturbation fondamentale du soi ou de l'ipséité, et on peut aussi interpréter cette perturbation fondamentale comme une sorte de désincarnation ou disembodiment. Et cela comprend un affaiblissement du sens fondamental du soi, une perturbation du fonctionnement corporel implicite
et une déconnexion de l'intercorporalité avec les autres. Comme je l'ai dit au début, dès la naissance, nous sommes impliqués dans une sphère d'intercorporalité primaire et cette connaissance tacite ou implicite est également la base du sens commun. Elle fournit une précompréhension fluide, automatique et contextualisée des situations quotidiennes. Mais si cette implication corporelle dans le monde est perturbée, comme dans la schizophrénie, il en résultera une aliénation fondamentale de l'intersubjectivité. Le sentiment fondamental d'être avec les autres est remplacé par un sentiment de détachement qui peut se transformer en une aliénation menaçante. Il se manifeste par une subtile perte de l'évidence naturelle, comme l'a décrit Blankenburg, et les patients rapportent qu'ils se sentent isolés, incapables de saisir les significations naturelles et quotidiennes du monde commun. Une citation de Giovanni Stangelini peut montrer ça. Je regardais mon petit cousin pour comprendre quand arrivait le bon moment pour rire ou pour comprendre comment les personnes parvenaient à agir sans y penser au préalable. C'est depuis que je suis enfant que j'essaie de comprendre comment les autres fonctionnent et je suis ainsi obligé de jouer le petit anthropologue. Aux patients de notre clinique, je m'observe constamment lorsque je parle avec les autres, de sorte que je comprends à peine ce qu'ils disent. En conséquence, le comportement des autres en vient à être observé d'un point de vue distant ou à la troisième personne, au lieu d'entrer dans des interactions incarnées à la deuxième personne. Les relations interpersonnelles doivent être alors construites au prix d'un effort délibéré, ce qui crée un stress permanent dans des situations sociales complexes et conduit finalement au repli sur soi. Toutefois, la perturbation de la conscience de soi basale n'affecte pas seulement l'intersubjectivité primaire, mais également le niveau supérieur qui relève de la distinction du soi autre ou de l'autodémarcation de soi-même. Bleuler a résumé ces phénomènes par l'expression très connue de transitivisme, et voici un exemple. Quand je regarde quelqu'un, ma propre personnalité est en danger, je subis une transformation et mon moi commence à disparaître. Bon, patient de notre clinique, de nouveau, les regards des autres deviennent pénétrants et c'est comme si autour de moi émergeait une conscience de ma personne. Ils peuvent lire en moi comme dans un livre. Et là, je ne sais plus qui je suis. Alors, de telles citations montrent que être conscient d'une autre conscience peut menacer le patient schizophrène d'une perte de son soi. Alors, comment ce phénomène peut-il s'expliquer? Il faut prendre ici en considération le fait que toute perception interpersonnelle implique une oscillation continue entre, d'une part, ma perspective centrale et incarnée, et d'autre part, la perspective décentrée de l'autre dont je suis conscient. Toutefois, si le sens primaire et incarné de soi, ou d'ipséité, est perturbé, ou diminué, alors adopter une métaperspective du soi autre deviendra précaire. Parce qu'en saisissant la perspective de l'autre, les patients ne sont plus capables de maintenir leur propre centre incarné. Et je cite un patient de Joseph Parnasse ici, un peu plus longuement. Lors de conversations, un jeune homme se montrait souvent confus
étant incapable de se distinguer lui-même de son interlocuteur. Il avait tendance à perdre le sens de qui était à l'origine de quelle pensée, et il sentait comme si l'interlocuteur l'avait en quelque sorte envahi, une expérience qui brisait son identité et provoquait une intense anxiété. En marchant dans la rue, il évitait scrupuleusement de jeter un coup d'œil à l'image de son miroir dans les vitres des boutiques, car il n'était pas certain de savoir de quel côté il était réellement. Il est clair que c'est la tension dialectique de la position excentrique que le patient schizophrène ne peut plus maintenir. Au lieu d'être intégrées, les perspectives du soi et de l'autre sont confondues, d'où le sentiment d'être envahi et dominé par l'autre. La même confusion apparaît chez le patient lorsqu'il se voit dans un miroir. C'est précisément la virtualité de l'image du miroir qui mine le sentiment de soi. En se regardant dans le miroir, le patient ne peut plus maintenir son propre centre incarné. Comme on le voit, les conditions de possibilité du phénomène de transitivité ou de transitivisme sont enracinées dans la structure dialectique de l'intersubjectivité. Reconnaître les autres comme des êtres intentionnels, c'est-à-dire comme des personnes, et se reconnaître soi-même comme une personne parmi les autres, est une seule et même réalisation, à savoir atteindre et maintenir la position excentrique. Cependant, cette réalisation est menacée lorsque le sens primaire du moi est affaibli, ce qui aboutit finalement à une sorte de court-circuit des perspectives, ou à une confusion du moi et de l'autre. Et c'est également pour cette raison que la schizophrénie se manifeste souvent dans les situations d'exposition sociale et de communication émotionnelle, où l'affirmation de soi contre le point de vue des autres entre en jeu. Par exemple, en quittant le domicile parental, en entrant dans une relation intime, ou en entrant dans la vie active professionnelle. C'est dans ces situations que le patient peut perdre sa perspective incarnée et commencer à se sentir observé, persécuté et envahi de toutes parts. On assiste alors à ce que l'on peut appeler une désincarnation, de nouveau, causée par une perte de soi dans le processus dialectique de la perception intersubjective. Pour conclure, j'en viens à l'analyse des délires d'un point de vue interactif. À première vue, il semble adéquat de considérer les délires comme le produit d'un traitement défectueux de l'information neuronale ou d'un cerveau cassé. Après tout, les délires déforment la réalité. Ils doivent donc être d'une manière ou d'une autre dans la tête, on pourrait croire. Pourtant, une approche phénoménologique et inactive ou interactive considère le délire comme une perturbation de l'intersubjectivité ou comme une propriété d'une situation sociale qui est toujours constituée de deux ou plusieurs partenaires d'interaction. En tant que sujet incarné, nous constituons le monde à travers nos interactions sensorimotrices avec l'environnement, mais cette constitution est toujours intrinsèquement intersubjective aussi. Nous vivons dans un monde de vie commun parce que nous le créons continuellement par nos activités coordonnées. Ceci s'applique en particulier au domaine du monde social, c'est-à-dire au processus de compréhension mutuelle, de négociation des intentions, d'alignement des perspectives
etc. Examinons cela de plus près. Dans les interactions sociales, les significations partagées sont produites par des processus circulaires dans lesquels, par exemple, personne A formule un énoncé, personne B l'interprète en adoptant la perspective de l'autre et donne une réponse correspondante en anticipant une certaine réaction de l'autre. Il en va de même pour A, qui formule alors une parole corrigeante, etc. Il anticipe la réaction, etc. Et il en résulte un cercle interactif continu qui peut même être mieux illustré par une spirale d'interaction dans la direction du temps, conduisant à la création d'un sens partagé ou participatif, conduisant à une compréhension consensuelle de la situation. Alors, nous pourrions également dire que le sens partagé est généré et constamment transformé par l'interaction, ce qui implique un alignement des perspectives ou une prise de vue mutuelle. Il est important de noter qu'il existe un arrière-plan ou un cadre implicite à ce processus qui consiste en toutes les hypothèses communes sur le fonctionnement d'une interaction, le type de réaction adéquate ou inadéquate, les présupposés qui peuvent être considérés comme acquis, y compris la signification des mots ou des phrases dans certains contextes, les valeurs culturelles partagées et la vision globale du monde. Et l'un des éléments les plus importants de cet arrière-plan est toutefois un sentiment de confiance fondamentale. Alors, l'hypothèse sous-jacente de vivre dans un monde avec des valeurs partagées, avec des attentes et des obligations mutuelles et avec des règles fiables du jeu social. Mais si ces processus circulaires sont soumis à des conditions contraignantes, la négociation conjointe du sens sera perturbée et la compréhension mutuelle échouera. C'est le cas, par exemple, lorsque l'un des partenaires est sourd ou ne comprend pas la langue ou la culture de l'autre. Il est bien connu qu'il s'agit là des conditions typiques qui, chez les personnes vulnérables, peuvent conduire à la suspicion, à des idées paranoïaques et finalement à des délires de persécution, appelés paranoïa des malentendants ou paranoïa des immigrés. Dans ces cas, les cercles de l'action et de la perception sociale le cercle de l'action et de la perception sociale est perturbé. Et les signaux des autres deviennent ambigus et leurs réactions ne correspondent plus à l'anticipation du patient. De plus en plus, la personne sourde ou l'immigré se trouve dans des situations où les propos des autres semblent de viser de manière sinistre, et il n'est pas en mesure de neutraliser ces autoréférences perçues par des interactions correctrices. À un certain moment, la confiance de base dans les autres se brise et est remplacée par un cadre délirant paranoïaque qui transforme les événements et les actes les plus anodins en machinations et intrigues les plus insidieuses. Il s'agit de la perte de l'évidence naturelle de la réalité consensuelle. De plus, il existe un effet de boucle entre l'idéation paranoïaque naissante et la réaction des autres au comportement altéré du patient. Leur réaction irritée contribue à donner à la personne le sentiment qu'il y a lieu de se méfier. Et le résultat est finalement le délire manifeste.
Avec quelques modifications, cette description s'applique tout aussi bien au délire schizophrénique. Non seulement parce qu'il y a une incidence de la schizophrénie fortement augmentée chez les immigrés, mais aussi parce que dans les phases prodromiques de la psychose, la perte de signification familière s'étend tout particulièrement à la sphère sociale. Les visages, les regards et le comportement des autres deviennent extrêmement ambigus et les cercles interactifs avec les autres sont fondamentalement perturbés. Dans l'humeur délirante, Wahrnehmung, delusional mood, qui naît de cette ambiguïté, la confiance de base en autrui s'effondre. À présent, le patient se sent comme signifié par les regards situés à l'arrière-plan. Il se sent espionné par des voitures anonymes ou évalué secrètement dans des situations bien organisées. La co-constitution d'un monde partagé échoue et est remplacée par la nouvelle cohérence idiosyncratique du délire. Mais comme je l'ai dit, les délires ne sont pas le simple produit d'un cerveau individuel, parce que l'essence du délire ne se réduit pas à une représentation erronée du monde, mais relève de l'échec de la co-constitution du monde à travers la prise en considération mutuelle et l'alignement des perspectives. Ce phénomène devient particulièrement manifeste lorsque le patient est confronté à des doutes ou à des objections. Dans la plupart des cas, il ne sera pas capable d'y répondre adéquatement. Au contraire, il présumera simplement que la situation est consensuelle, même si cette consensualité n'est absolument pas issue du point de vue de l'autre. Le patient se comporte comme si l'autre ne pouvait être que de la même opinion. Il ne parvient plus à saisir la perspective de l'autre, à transcender son propre point de vue. Combien de temps? 5 minutes. 5 minutes? Oui, ça va bien. Oui. En résumé, oui. Il est insuffisant de décrire les délires en termes de fausses croyances individuelles. Ils correspondent davantage à une situation intersubjective qui est privée de la confiance et de la syntonie primaire qui pourrait aider à restaurer une compréhension consensuelle de la situation et à co-constituer une réalité collective de sens commun. Quelles que soient leurs présuppositions et composantes neurobiologiques, et il ne fait aucun doute que celles-ci sont importantes, les délires ne sont pas seulement des produits des cerveaux individuels, mais des troubles de l'entre-deux, in between, ou des troubles de la co-constitution d'un monde à travers l'interaction avec les autres. Les délires sont des phénomènes relationnels, précisément parce qu'ils échappent à nos tentatives de compréhension. Et pour conclure, la schizophrénie implique une désincarnation du soi au sens de la perte de performance corporelle habituelle, et avec elle celle de l'être au monde pré-réflexif qui est médiatisé par le corps. Ainsi, la relation du soi et du monde se trouve dans le besoin constant d'être reconstruite au moyen d'efforts délibérés, ce qui conduit à la perplexité croissante et aux ruminations hyperréflexives que l'on trouve chez les patients schizophrènes. Dans la mesure où le sentiment du soi est lié au sentiment des autres, la désincarnation de soi et la perturbation de l'intercorporité s'influencent mutuellement. Et c'est pourquoi la perturbation élémentaire peut aussi être considérée comme une perte du sens commun, à savoir la connaissance tacite
et la familiarité qui guident les relations et les interactions avec les autres. Il en résulte enfin des perturbations de l'intersubjectivité à des niveaux plus élevés qui atteignent leur paroxysme dans les délires. Et un résumé général, d'un point de vue phénoménologique, la maladie mentale n'est pas quelque chose de simplement mental, mais elle se manifeste dans des dimensions telles que la conscience de soi, l'incarnation, la temporalité et l'intersubjectivité, ou, pour le dire brièvement, dans une altération de l'être au monde global du patient. L'intersubjectivité, cependant, n'est pas une relation ou une rencontre de pur esprit, mais une relation entre des sujets incarnés qui interagissent les uns avec les autres dans des situations partagées. En conséquence de quoi, les troubles psychiatriques ne doivent pas être considérés comme un processus défaillant se produisant dans un cerveau individuel, mais comme une manière perturbée de créer, de enacter un monde partagé à travers l'interaction avec les autres. La maladie mentale est un phénomène étendu, un processus qui toujours prend place dans l'entre-deux du patient et des autres. Merci beaucoup.